Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'est un pays qui semble laisser indifférent la communauté internationale, un pays où règne le chaos et la violence totalement hors de contrôle, la Centrafrique. Depuis le 24 mars, date à laquelle le président Bozizé a été chassé du pouvoir, eh bien les miliciens de la Seleka et diverses bandes armées sèment la terreur. Exécutions sommaires, viols, enrôlement d'enfants soldats, déplacement des populations, affrontements interreligieux. C'est ce qu'ont découvert Étienne Huvert qui est avec nous sur le plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et Boris Seguer avec qui vous étiez en Centrafrique. Avec nous également sur ce plateau à Paris, Florent Gel qui dirige donc le bureau Afrique de la FIDH. Vous nous parlerez évidemment de la situation humanitaire en Centrafrique. Et puis nous serons en direct de New York avec le Premier ministre centrafricain Nicolas Tiengai, à qui vous pouvez d'ailleurs poser des questions via les réseaux sociaux. Mais avant cela, l'enfer de la Centrafrique, reportage exclusif France 24. C'est un convoi des Nations Unies qui se porte au chevet d'une ville abandonnée. Le premier à se déplacer sur cette route particulièrement dangereuse, escorté par les militaires de la FOMAC, la force africaine d'interposition. Direction Bossangoa, au nord-ouest de la République centrafricaine. Une cité encerclée par les milices, privée de téléphone, coupée du monde. Après 3 heures de route, les humanitaires pénètrent en terrain hostile. Dans les hameaux qu'ils traversent, plus un habitant. Moi je pense bien qu'ils ont fui, ils sont dans la brousse. Une porte ouverte, un plat qui mijote, et sur la route, des sacs de provisions abandonnés. Les villageois sont partis à la hâte. Ce sont les gens qui fuient quand ils écoutent le bruit du véhicule, ils fuient, ils abandonnent leurs citrons le long de la route et leurs petits paquets. Les humanitaires ne sont pas au bout des mauvaises surprises. Quelques kilomètres plus loin, un village entièrement saccagé. Des ruines fumantes, désertées par la population. Vous voyez que ça brûle encore les cases. Donc on vient de mettre le feu il n'y a pas longtemps. Combien de temps à votre avis? Peut-être 2 heures du temps. Peut-être 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Soudain, au loin, 2 enfants sortent de la brousse et accourent vers nous, en éclaireur. C'est bon. Nous habitons le village. Des gens sont venus ici. Ils ont tué mon père là-bas. Et nous avons fui dans la brousse par là, avec notre oncle. Les 2 gamins repartent aussitôt prévenir leurs proches de la présence des humanitaires. Des femmes apparaissent à leur tour. Elles nous guident entre les maisons réduites en cendres. Sur une petite place, nous découvrons l'horreur. Un premier corps, un second. Et devant cette maison, une 3e dépouille. Ils ont été tués à la machette. Un jeune villageois tient à nous conduire dans la brousse. Les militaires de l'escorte sont sur le qui-vive. Dans l'obscurité, le danger peut venir de partout. Sur le sentier, 2 nouveaux corps. Les humanitaires des Nations Unies prennent des dizaines de photos, autant de documents qui serviront peut-être un jour à établir la vérité. En quelques minutes, à la nuit tombée, les rues du village sont envahies par la population. Les habitants cherchent leurs proches. Ils sont blessés, hagards ou accablés par le chagrin quand ils réalisent l'ampleur du drame. Regarde-moi les à la maison. Moi aujourd'hui je ne sais pas au village, je vais au Bossangoa maison. Regardez le papa moi à la maison. Les soldats africains qui escortent l'ONU prennent en charge ces survivants.
Passez-moi mes petits frères, passez-moi mes petits frères. À bord de ce camion, femmes et enfants seront mis en sécurité à Bossangoa, à une 50aine de kilomètres. Moi je reste, mes enfants sont encore là. Je ne peux pas vous accompagner. Mais nous on a débordé là. Voilà, on va sauver ce qu'on peut. Le convoi laisse derrière lui des dizaines d'habitants et au moins 6 corps. Mais pourquoi ces villageois, des peuls de confession musulmane, ont-ils été directement pris pour cible? Dans la capitale Bangui, un coup d'État a renversé l'ancien président François Bozizé. Ceux qui ont pris le pouvoir en mars dernier, ce sont ces militaires, la Seleka, une coalition de chefs de guerre. Certains seraient tchadiens ou soudanais. Ils ont recruté leurs troupes parmi les 15% de la minorité musulmane centrafricaine. Une situation difficilement acceptable pour une grande partie des chrétiens du pays. Dans les campagnes autour de Bossangoa, de nombreux paysans chrétiens ont pris les armes. Leur milice s'appelle les Anti-Balaka et notre convoi finit par croiser leur route. Bardés de gris-gris, ils sont parfois très jeunes. Des mercenaires proches de l'ancien président François Bozizé seraient à leur côté. Bozizé, ouais, ça c'est le rebelle de Bozizé. De Bozizé ici, vous êtes pour Bozizé? Oui, ça c'est la Centrafrique ici. À Seleka, vous dérangez, ça ne marche pas. Les Seleka sont venus, ce sont nombreux de Tchadiens. Ils veulent combattre les Centrafricains, en plus étendre leur domination sur les territoires centrafricains. Mais où est-ce que nous allons, les chrétiens centrafricains, où est-ce que nous allons aller? Ces miliciens multiplient les embuscades contre les troupes de la Seleka. Ces dernières semaines, ils n'hésitent plus à s'attaquer directement à la population musulmane accusée de collaboration. Ils sont les principaux suspects du massacre découvert la veille. En Centrafrique, les différentes communautés ethniques ou religieuses ont toujours cohabité. Mais ces dernières semaines, la situation dégénère inexorablement dans la région de Bossangoa. Nous sommes les premiers journalistes à pénétrer dans cette grande cité verdoyante. Une ville à l'agonie, aux rues désertes depuis que la Seleka en a pris le contrôle. Les soldats ont rétribué leur victoire en pillant maisons et commerces. Cette banque, par exemple, était l'une des premières à ouvrir hors de la capitale Bangui. Aujourd'hui, il n'en reste que les murs. Assis sur le perron, ces anciens n'ont plus rien d'autre à faire que de commenter les événements. Impuissants face à la situation, en colère contre les troupes qui occupent leur ville. Les paysans ne veulent pas qu'on leur pille leur bœuf, parce que demain nous allons cultiver avec quoi? Voilà le vrai nœud du problème. C'est anormal. Quelqu'un qui ne parle pas de votre patois et qui vient chez vous juste pour vous piller. Comment vous trouvez ça? Des pillages, mais aussi des exécutions sommaires. L'un des anciens tient à nous montrer l'étendue du drame. À la tombée de la nuit, il nous guide d'un pas alerte. C'est ça la première tombe ici. D'une femme âgée de 76 ans, accusée de la sorcellerie. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Il a été tabassé par les militaires Seleka. Et je l'ai enterré ici. C'est ici la tombe. À quelques centaines de mètres, une deuxième tombe. Sous ce manguier. Des tombes comme celles que l'on voit ici, il y en a beaucoup dans la ville? Il y en a beaucoup dans les zones extrinsiques, même juste à 5-10 km. Combien à votre avis? Plusieurs dizaines? Non, des centaines. Des centaines. Même plus de centaines. Apeurés, de nombreux habitants ont fini par fuir. À la recherche d'un semblant de sécurité, ils ont trouvé refuge ici, à l'évêché de Bossangoa. L'homme en soutane blanche est le vicaire général. Depuis quelques jours, il est dépassé par les événements. Nous avons commencé à
accueillir les déplacés depuis dimanche. Jusqu'au soir, il y en avait 2000 et quelques. Et à partir d'aujourd'hui, là, on frôle 6000 déplacés. 6000 personnes accueillies en à peine 5 jours à héberger, nourrir, soigner. La situation est vraiment catastrophique. Alors là, c'est notre menuiserie qui est transformée en dortoir. On peut dire ça. La nourriture est rare. 2 latrines, un seul point d'eau, des conditions sanitaires extrêmement précaires. Ça, c'est du jamais vu. Il y a eu des mutineries, des rébellions, mais ce que nous vivons actuellement est pire que tout. Il y a eu changement. Pourquoi les exactions se continuent actuellement? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ils ont renversé le président, il disait qu'il ne voulait plus de lui. Il est parti, mais qu'on laisse tranquille la population. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la politique sur ce monde qui est ici? Vous allez dire que ces enfants font la politique? Ces mamans qui sont là font la politique? Est-ce qu'ils ont des armes, ces enfants-là? Ils ne font même pas de distinction, ils tirent sur tout le monde, tirent sur tout ce qui bouge. Comment voulez-vous qu'on fasse? Et cette spirale de la violence a coupé la ville en deux. À l'évêché, la communauté chrétienne, terrorisée par les exactions des soldats. À l'entrée de Bossangoa, les Peuls de confession musulmane, ceux dont le village a été réduit en cendres, ils trouvent refuge ici, autour du quartier général de la Séléka. On a marché toute la nuit. On faisait des pauses et on reprenait. On n'a plus de force. Pour protéger la population désemparée, il n'y a plus que la FOMAC, la force d'interposition africaine. Cette poignée de soldats aux uniformes dépareillés, originaires des pays limitrophes, est venue escorter les humanitaires des Nations Unies. Mais face à la situation d'urgence, ils ont reçu l'ordre de maintenir leur présence à Bossangoa. Nous ne sommes pas forcément engagés dans un combat, mais le combat que nous avons, c'est celui de donner espoir à la population pour qu'elle se rassure, parce qu'elle a suffisamment peur. Ces soldats comptent travailler pour la paix. À disposition du capitaine pour la suite. Ils vont être rapidement mis à l'épreuve. Au cœur de la nuit, l'horreur à nouveau. Un pick-up s'approche du poste de commandement de la Séléka. Il vient de tomber dans une embuscade. Plusieurs combattants grièvement blessés sont évacués vers l'hôpital, comme ce très jeune enfant soldat. À l'arrière du véhicule, 3 morts, dont un civil, l'un des plus grands commerçants musulmans de la ville, qui les accompagnait. Au petit matin, des dizaines de musulmans sont en colère. Ce sont les proches du commerçant mort pendant la nuit. Ils menacent de prendre leurs machettes pour s'attaquer aux chrétiens de l'évêché. Mais leur imam les a détournés pour venir d'abord dialoguer ici, au quartier général de la FOMAC. Le vicaire est convié pour discuter. On lui demande de s'adresser directement aux fidèles. Il n'y a pas de guerre entre vous et nous. Regardez, lui et moi, on se retrouve à chaque fois qu'il le faut. Quand il se passe quelque chose, nous nous parlons. Si lui et moi on était en guerre, on comprendrait pourquoi vous l'êtes. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de problème. Toi, tu es bien mon épicier, alors où est le problème? Des sourires qui reviennent et des applaudissements. Quelques mots ont suffi à éviter un bain de sang. Mais ces prières communes suffiront-elles à ramener définitivement la paix entre les communautés de Bossangoa? Car désormais, chacun compte ses morts, ses blessés et ses disparus. Les habitants de Bossangoa sont pris au piège d'un conflit qui les dépasse. Dans cette spirale de la violence, dont personne ne peut prévoir l'issue, les civils sont les principales victimes du drame centrafricain.
Étienne Huvert, vous avez été au Mali, vous avez été en Syrie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ce terrain de guerre en Centrafrique? Là, c'est vraiment peut-être dans Bossangoa, cette espèce de spirale de la violence infernale. On se demande vraiment comment ils vont s'en sortir. On est arrivé, au départ, c'était un problème plutôt politique, ce conflit centrafricain. On l'a vu avec ce que dit le vicaire dans le reportage. Et au fur et à mesure, on voit ces deux communautés, chrétiennes et musulmanes, qui ils sont pas en guerre vraiment. C'est-à-dire que tout le monde, dans chacun, nous dit on veut la paix, mais chacun ne sait plus comment se protéger. Et maintenant, dans la ville, ils sont face à face avec vraiment d'un côté les musulmans qui sont regroupés autour des postes militaires de la Séléka et de l'autre côté les chrétiens qui sont autour de l'évêché. Ils étaient 6 000 la semaine dernière quand on a quitté la ville. Et aujourd'hui, de ce qu'on nous dit, on ne peut pas vérifier parce qu'on n'est plus sur place, mais il serait plus de 30 000. Donc c'est vraiment une concentration de la population qui est là et qui cherche de la sécurité de cette manière-là. Et ça, moi, j'ai jamais vu cette spirale. On se demande vraiment comment ils vont réussir à s'en sortir aujourd'hui. Qui sont ces rebelles de la Séléka et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la question que pose justement le vicaire de Bossangoa. Alors c'est une coalition, on va dire, de combattants. Beaucoup sont venus du nord, du Darfour, notamment de la région du Soudan. D'autres arrivent de la région du Tchad. Ils sont donc descendus petit à petit. Ils ont pris le pouvoir au mois de mars l'année dernière. Ils ont fait chuter l'ancien président François Bozizé. Et ces rebelles, c'est une sorte de coalition de combattants. Au fur et à mesure, ils ont pris le pouvoir et ils se sont installés à Bangui. Et ils font régner vraiment de la terreur dans la ville et dans beaucoup d'endroits du pays. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu, on va dire... Mais le vicaire, justement, ne comprend pas. Il dit, ils ont le pouvoir aujourd'hui et ils continuent à avoir les armes à la main. Que veulent-ils? Ils veulent, en gros, ils sont en train de piller le pays dans beaucoup d'endroits. Je ne sais pas si Florent Gilles peut compléter. Ils veulent se payer. C'est le prix du sang pour avoir conquis le pouvoir. On les a pas payés ou mal, et maintenant ils se payent sur la bête, et la bête, c'est les populations civiles. La Centrafrique, en ce moment, c'est on n'a jamais vu ça. Le vicaire le dit dans ce reportage. On le dit dans notre rapport qui vient de sortir, c'est ce on suit la Centrafrique depuis 15 ou 20 ans. C'est un pays d'instabilité chronique, de coups d'État en violence, mais à ce point-là, on n'avait jamais vu ça. Et cette déstructuration de l'État fait en sorte qu'il n'y a pas de projet politique en dehors de certains politiciens, mais qui sont très désarmés aujourd'hui. Et la Séléka, cette espèce de constellation hétéroclite qui d'ailleurs officiellement n'existe plus. Ce sont des combattants. Elle a été dissoute au mois de septembre, ouais, officiellement. En tout officiellement, mais ce sont des combattants livrés à eux-mêmes, avec, il ne faut pas l'oublier aussi, certains habitués de la rébellion en Centrafrique. Je pense à Abdoulaye Miskine notamment, dont on avait déjà pointé la responsabilité dans nos enquêtes en 2003 et 2004. Donc c'est vraiment cette coalition hétéroclite de gens qui, on pourrait dire presque, veulent se gaver, veulent prendre tout ce qu'il y a à prendre sur la bête que sont ces populations civiles. Avec des troupes qui n'ont pas été payées en fait, qui n'étaient pas payées, qui du coup trouvent dans ces pillages le moyen de se rémunérer. On va faire une petite pause, on va en reparler de la Centrafrique dans la seconde partie de notre débat. Nous serons en direct de New York avec le Premier ministre centrafricain Nicolas Tiengai. À tout de suite.